Mes parents sont arrivés à ma porte avec des valises, ils ont vendu leur maison pour ma sœur et s'attendaient à ce que je... Mes parents sont arrivés sans prévenir chez moi avec leurs valises, annonçant qu'ils avaient vendu leur maison pour ma sœur et qu'ils allaient désormais vivre avec moi. Ils ignoraient que mon propre camion de déménagement arrivait le lendemain. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Votre soutien est tout pour nous. Si cette histoire vous semble intéressante, laissez-lui un « j'aime ». J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous êtes. Laissez-nous le nom de votre ville dans les commentaires. Maintenant, commençons l'histoire. La sonnette a retenti à 20h30 un mardi soir, un son aigu qui a coupé le silence de mon appartement. Dehors, le chaos de la ville de Mexico rugissait comme toujours, mais à l'intérieur, je cherchais juste un peu de paix. Après une journée interminable à analyser des chiffres et des projections, j'ai laissé ma tasse de thé à moitié vide sur la table et me suis dirigé vers la porte, m'attendant à ce que ce soit un livreur avec un colis erroné. J'ai tourné la poignée et l'air s'est échappé de mes poumons. Ce n'était pas un livreur, c'étaient mes parents, Damian et Elena, et ils n'étaient pas seuls. Derrière eux, dans le couloir mal éclairé de l'immeuble, se trouvaient 4 grandes valises, de celles qu'on utilise quand on ne prévoit pas de revenir de sitôt. Un œuf familier, froid et serré, s'est formé dans mon estomac. C'était le même nœud que je ressentais chaque fois que le nom de ma sœur, Itzel, était sur le point d'être mentionné sur un ton trop enthousiaste. Ma mère, Elena, souriait jusqu'aux oreilles, un sourire si éclatant qu'il semblait déplacé sous la lumière jaunâtre du couloir. Mon père, Damian, haussait les épaules à côté d'elle, les yeux fixés sur ses chaussures, comme il le faisait toujours lorsqu'il était sur le point d'être complice d'une mauvaise décision. « Hola, mon amour !» s'est exclamée ma mère, ouvrant les bras pour une accolade que j'ai maladroitement évitée. Sa voix résonnait d'une joie forcée. Nous avons des nouvelles merveilleuses. Un nouveau départ pour la famille. Mon cerveau essayait de traiter la scène. Mes parents, les valises, la phrase « nouveau départ ». Rien ne correspondait. Ils vivaient à 1 heure de là, dans la maison où j'avais grandi, la maison qui était censée être l'ancre de notre famille. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ai-je réussi à demander, ma voix à peine un murmure. Est-ce que ça va? Est-il arrivé quelque chose à Itzel? Ma mère a gloussé comme si mon inquiétude était la chose la plus douce et la plus stupide du monde. Non, non, chérie. Itzel va parfaitement bien. En fait, c'est pour elle. Prépare-toi, Romina. Tout va changer pour le mieux. Derrière elle, mon père a finalement levé les yeux. Il n'a rien dit, mais ses yeux me suppliaient de ne pas poser de questions difficiles. Il était déjà trop tard. Le cauchemar ne faisait que commencer. Le précédent la phrase de ma mère, c'est pour elle, fut comme une clé qui ouvrit une porte rouillée dans ma mémoire. Soudain, je n'avais plus 33 ans et je n'étais plus dans mon propre appartement. J'en avais 18 et j'étais assise à la même table de cuisine où j'avais fait tous mes devoirs, tenant une lettre d'acceptation, les mains tremblantes. L'université de mes rêves m'avait accepté. C'était mon billet de sortie, ma chance de construire quelque chose par moi-même, loin de l'ombre de ma sœur. Mes parents avaient promis de m'aider avec le premier versement, une somme considérable que nous avions convenue depuis des mois. Ce n'était pas un cadeau, c'était un investissement dans mon avenir, du moins c'est ce qu'ils disaient. Pendant tout l'été, j'ai travaillé dans un café, économisant chaque centime pour les livres et les frais de subsistance. Je vivais dans l'illusion de ce nouveau départ. Une semaine avant que je doive emménager sur le campus, ils m'ont appelé dans le salon. Ma mère avait cette expression de martyr que je connaissais trop bien et mon père regardait par la fenêtre, étudiant un arbre comme si c'était la chose la plus fascinante du monde. Romina, chérie, a commencé ma mère, prenant mes mains entre les siennes. Nous devons parler de quelque chose. C'est à propos d'Itzel. Mon cœur s'est serré. Itzel, qui avait 22 ans à l'époque, venait de mettre fin à une relation dramatique avec un musicien qui avait duré 3 mois. Elle était, selon ma mère, en profonde crise existentielle. Ta sœur traverse une période très délicate, a-t-elle poursuivi, sa voix pleine d'une fausse solennité. Elle sent que son esprit créatif est étouffé. Elle a besoin de se retrouver. Je n'ai rien dit.
J'ai juste attendu le coup. Sa thérapeute. Eh bien, je crois qu'elle a besoin d'un voyage, a dit ma mère comme si elle venait d'avoir l'idée la plus brillante. Un voyage à travers l'Europe pour s'imprégner d'art, de culture, pour guérir. Nous n'avons pas d'argent pour ça, ai-je dit doucement, bien que je connaisse déjà la réponse. Ma mère a serré mes mains plus fort. Nous savons que non, chérie. C'est pourquoi nous avons pensé que le mieux serait d'utiliser les économies de l'université. Le silence dans la pièce fut absolu. J'ai regardé mon père, espérant qu'il interviendrait, qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi. Mais il a continué à étudier l'arbre comme si ses branches contenaient les secrets de l'univers. Quoi, fut tout ce que j'ai pu articuler. C'est une urgence, Romina, a dit ma mère, son ton passant de doux à sévère. La famille doit se soutenir. Tu es forte. Tu peux demander un prêt, travailler un peu plus. L'université peut attendre, mais l'âme sensible de ta sœur, non. À ce moment-là, je me suis convaincue que je faisais la bonne chose. Je me suis dit que c'était une urgence, que la famille passait avant tout. Je me suis répété les mêmes mensonges qu'il me disait. Alors, j'ai acquiescé. J'ai vu mes rêves emballés dans une valise de créateur pour ma sœur, tandis que je restais pour remplir des demandes de prêts étudiants que je mettrais plus d'une décennie à rembourser. Itzel est partie en Europe pendant 2 mois. Elle est revenue avec un nouveau petit ami et un faux accent français. J'ai commencé l'université avec 2 emplois, épuisé et endetté, mais avec la croyance naïve que mon sacrifice serait un jour reconnu. Il ne l'a jamais été. Il n'a fait que créer un précédent pour la prochaine fois. Le « Fonds de liberté », 7 ans après le fiasco de l'université, le souvenir aurait dû s'estomper, mais il s'était transformé en une cicatrice qui me faisait parfois mal. À 25 ans, j'avais réussi à rembourser une partie importante de mes prêts étudiants. Mon travail d'analyste financière junior était exigeant, mais pour la première fois, je commençais à avoir un peu de stabilité. Mon prochain grand objectif était d'acheter une voiture. Je ne voulais rien de luxueux, juste une voiture d'occasion fiable, qui me permettrait de ne plus dépendre des transports en commun chaotiques de la ville pour rendre visite à mes parents les week-ends. Pendant près de 2 ans, j'ai économisé méthodiquement. J'ai réduit mes dépenses, j'ai dit non au dîner entre amis et j'ai vu mon compte d'épargne augmenter lentement jusqu'à atteindre l'équivalent de 5 000 €. C'était mon fonds pour la voiture, mon fonds de liberté. J'avais la voiture parfaite en vue, un modèle compact avec peu de kilomètres, vendu par un collègue de confiance. Je devais faire le virement le vendredi. Le mercredi soir, j'ai reçu un appel de mon père. « Ma fille, tu as 1 minute, a-t-il dit, sa voix inhabituellement tendue. Ta mère et moi devons parler avec toi et Itzel. C'est important. » La réunion de famille a eu lieu chez mes parents. Itzel est arrivée en retard, comme toujours, parlant au téléphone d'une « opportunité commerciale incroyable ». Il s'est avéré que sa nouvelle passion était les cupcakes. Elle voulait ouvrir une pâtisserie-boutique, un lieu exclusif et artisanal. Elle avait le nom, le logo et même un profil Instagram. La seule chose qui lui manquait était l'argent. Mes parents lui avaient donné toutes leurs économies disponibles, mais ce n'était pas suffisant. Il lui fallait encore l'équivalent de 5 000 € pour la caution du local et l'équipement initial. Pendant qu'Itzel présentait son plan d'affaires, qui consistait en des photos Pinterest et des phrases inspirantes, j'ai senti le nœud dans mon estomac revenir. Quand elle a terminé, tout le monde m'a regardé. « Romina, nous savons que tu as économisé », a dit ma mère avec douceur. « Nous avons vu à quel point tu es disciplinée. »« C'est pour ma voiture », ai-je répondu, ma voix plus ferme que prévu. « Nous le savons, chérie, et nous sommes très fiers », a-t-elle poursuivi. « Mais c'est un investissement. Itzel nous remboursera l'argent dès que l'entreprise décollera. Pense-y, tu seras associée à ta sœur. » Itzel a souri. « Oui, petite sœur, nous serons riches. » J'ai regardé mon père, mon dernier espoir. Il a simplement haussé les épaules. « C'est une bonne opportunité, ma fille. La famille doit se soutenir. » Je me suis sentie piégée. Dire non ferait de moi la sœur égoïste, celle qui ne croyait pas aux rêves d'Itzel. La pression était immense. Une fois de plus, j'ai cédé.
Je me suis dit que cette fois, ce serait différent, que c'était un prêt, pas un cadeau. Elle en avait plus besoin que moi. Le lendemain, j'ai transféré mes 5 000 € sur le compte d'Itzel. Mon fonds pour la voiture s'est évanoui. La pâtisserie, Caprice Sucré, a ouvert avec une fête extravagante. Elle a duré exactement 3 mois. Itzel s'est plainte que les clients étaient trop exigeants et que se lever tôt était mauvais pour son teint. Elle a fermé le local du jour au lendemain, a vendu l'équipement pour une fraction de son coût et a utilisé l'argent pour partir en vacances à la plage afin de surmonter le traumatisme de l'échec entrepreneurial. Je n'ai jamais revu mon argent. Lorsque j'en ai timidement parlé à ma mère, elle s'est sentie offensée. Comment peux-tu penser à l'argent à un moment pareil? Ta sœur a le cœur brisé. La seule compensation que j'ai reçue fut une boîte avec une demi-douzaine de cupcakes secs qu'Itzel m'a donné le jour de la fermeture. Considère que tu as été la première investisseuse, petite sœur, a-t-elle dit, puis elle a ri comme si c'était la blague la plus drôle du monde. J'ai souri de force tandis qu'à l'intérieur, quelque chose se brisait un peu plus. La variable dont on pouvait se passer l'argent était une chose et ça faisait mal, mais le vrai dommage, celui qui s'accumulait silencieusement au fil des ans, était émotionnel. J'étais devenue la fille fonctionnelle, la fiable, celle qui allait toujours bien. Et parce que j'allais toujours bien, mes besoins émotionnels sont devenus invisibles. L'exemple le plus clair s'est produit il y a un peu plus d'1 an. J'avais été dans une relation sérieuse pendant 4 ans avec un homme nommé Marcos. Je pensais que c'était le bon. Nous parlions d'avenir, d'une maison, d'enfants. Et puis, un jour, il m'a simplement dit qu'il n'était plus sûr de ce qu'il voulait. Il est parti. Mon monde s'est effondré. C'était une douleur physique, une oppression dans la poitrine qui m'empêchait de respirer. Pour la première fois de ma vie adulte, je me suis sentie complètement perdue et seule. Après 2 jours à pleurer sur mon canapé, j'ai appelé ma mère. J'avais besoin de ma maman. Allô, maman, ai-je dit, ma voix brisée par les pleurs. Romina, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade, a-t-elle demandé, son ton plus agacé qu'inquiet. Marcos. Marcos et moi, nous avons rompu. Il est parti. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. J'ai pu entendre le son de la télévision en fond. Oh, dommage, chérie. Vous faisiez un joli couple. Sa réponse était si plate, si dénuée d'émotion, que j'en suis restée glacée. Je ne vais pas bien, maman. Ça me fait vraiment mal, ai-je insisté, espérant une once de réconfort. Eh bien, mon amour, mais tu es une femme forte, a-t-elle dit avec une sorte de gaieté impatiente. Tu sais toujours comment t'en sortir. Tu verras, tu iras bien bientôt. Tu es comme ton père, très pratique. Avant que je puisse répondre, son ton a complètement changé, devenant vibrant et plein d'émotion. Ah, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Devine un peu. Le nouveau petit ami d'Itzel, l'homme d'affaires, va l'emmener à Cancun la semaine prochaine, dans un hôtel de luxe. N'est-ce pas merveilleux? Ta sœur mérite tout. Je lui ai dit de me ramener un petit souvenir. J'ai continué à écouter en silence pendant qu'elle parlait pendant 5 minutes des détails du voyage d'Itzel, de l'hôtel, du bikini qu'elle allait acheter, de leur amour. Chaque mot était comme un petit coup de poignard. Ma douleur n'avait pas seulement été minimisée, elle avait été complètement effacée pour laisser place à la vie brillante et excitante de ma sœur. Quand elle s'est finalement rendue compte que je n'avais rien dit, elle a demandé, « Tu es toujours là, Romina ?» Oui, je suis là, ai-je répondu, ma voix vide. Bon, chérie, je dois raccrocher. Itzel va appeler pour me raconter plus de détails. Sois forte, d'accord? Je t'aime. Elle a raccroché. Je suis restée avec le téléphone à la main, fixant le mur de mon salon. Les larmes avaient séché. À la place, il y avait une sensation de froid et une clarté douloureuse. Peu importe à quel point j'avais mal, ma douleur ne serait jamais aussi importante que le bonheur d'Itzel. Pour ma famille, je n'étais pas une personne avec des sentiments complexes, j'étais une machine qui fonctionnait seule et qui, de temps en temps, servait également de guichet automatique. Ce jour-là, j'ai compris que dans l'équation de ma famille, je serais toujours la variable dont on pouvait se passer. Et maintenant,
debout sur le seuil de ma porte, avec ces 3 scènes douloureuses tournant dans ma tête, le sourire de ma mère paraissait presque monstrueux. Je les ai laissés entrer, me déplaçant comme un automate. Ils ont laissé les valises au milieu de mon petit salon, occupant tout l'espace. Une métaphore parfaite de la façon dont ils avaient toujours envahi ma vie. Pendant que mon père inspectait ma bibliothèque avec un intérêt fin, ma mère m'a emmenée à la cuisine, m'a servi un verre d'eau que je n'avais pas demandé et s'est assise en face de moi à la petite table à manger. Je sais que c'est une surprise, mon amour, a-t-elle commencé, sa voix conspiratrice. Mais l'opportunité était trop belle pour la laisser passer. Et puis elle m'a raconté l'histoire. Itzel, après son échec traumatisant avec les cupcakes, avait passé les dernières années à suivre des retraites de yoga et des ateliers de méditation. Maintenant, elle s'était réinventée en « gourou du bien-être spirituel ». Son nouveau projet était d'ouvrir un spa ultra exclusif, un sanctuaire pour les gens riches et stressés. Ce n'est pas un simple spa, Romina, c'est un centre de guérison holistique, a expliqué ma mère, ses yeux brillants de ferveur. Avec thérapie par les cristaux, bains sonores, tout ce qu'il y a de plus moderne. Ce sera un succès retentissant. Le problème, comme toujours, était l'argent. Itzel avait besoin d'un investissement initial énorme, et c'est là qu'est intervenue la maison. Nous avons décidé de vendre la maison, a dit ma mère, comme si elle annonçait l'achat d'un nouveau vase. Nous avons donné à ta sœur 100 000 € pour qu'elle puisse commencer sans dette. C'était une décision familiale. Familiale. Une décision dans laquelle moi, apparemment membre de cette famille, n'avais eu ni voix ni vote. Vous avez vendu ? Vous avez vendu la maison de grand-mère ? Ai-je demandé, sentant le sol bouger sous mes pieds. Oh, ne le vois pas comme ça. C'était une vieille maison pleine de problèmes. Maintenant, grâce à ce sacrifice, ta sœur aura un avenir brillant, m'a-t-elle corrigé. Et cela nous amène à la partie amusante. En attendant de trouver un nouvel endroit, nous resterons avec toi. Elle a pointé le couloir. Cette pièce que tu utilises comme bureau est parfaite. Nous n'avons besoin que d'un lit et d'une commode. Ton père peut les monter. Ce ne sera que pour quelques mois, jusqu'à ce que le spa d'Itzel commence à générer des profits. Ce sera comme une longue soirée pyjama. N'est-ce pas excitant ? Je la regardais, mais je ne l'écoutais pas. Mon esprit était un bourdonnement blanc. Ils avaient vendu ma maison d'enfance, le seul endroit stable que j'avais connu, et l'avaient donnée à Itzel sur un plateau d'argent. Et maintenant, ils étaient ici, dans mon sanctuaire, dans le seul espace au monde qui était vraiment le mien, s'attendant à ce que je les accueille, à ce que j'absorbe les conséquences de leur imprudence. Une fois de plus, j'ai acquiescé machinalement. Quand prévoyez-vous d'emménager ? Ma mère a applaudi doucement. Nous sommes déjà là. Enfin, juste avec l'essentiel. Le reste de nos affaires est dans un entrepôt. Nous pouvons commencer à décorer ton bureau dès demain matin. Elle a souri, s'attendant à ce que je partage son enthousiasme. J'ai seulement pu forcer un sourire tout en sentant les murs de mon propre appartement commencer à se rétrécir autour de moi. Le contrat de location, j'ai très peu dormi cette nuit-là. Mes parents se sont installés sur le canapé lit du salon. Juste pour cette nuit, a promis ma mère. Je me suis enfermée dans ma chambre, mais je pouvais entendre leurs murmures et le son de la télévision. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec l'odeur de café brûlé et la sensation que ma vie, telle que je la connaissais, était terminée. Je suis sortie de ma chambre et j'ai trouvé ma mère dans la cuisine, inspectant mon réfrigérateur avec un froncement de sourcils. « Chérie, tu n'as presque pas de vraie nourriture ici », a-t-elle commenté. « Nous allons devoir faire de grosses courses. » J'ai réussi à m'échapper au travail avec l'excuse d'une réunion matinale. Le bureau, normalement une source de stress, s'est senti comme un refuge. L'ordre, la logique, les règles, tout ce que ma famille n'était pas. J'ai passé la journée dans une sorte de brume, répondant à des courriels et assistant à des réunions sans vraiment rien enregistrer. Mon esprit était dans mon appartement, maintenant un territoire occupé. Vers midi, mon téléphone a vibré. C'était Itzel. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu, essayant de paraître normal. « Allô » ai-je dit.
Écoute, a-t-elle répondu, sa voix impatiente, comme si je lui faisais perdre son temps. Il n'y a eu aucun merci d'avoir accueilli nos parents, pas même un « comment vas-tu » ? Rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Ai-je demandé. Je parlais avec maman. Elle dit que ton bureau est un désastre. Tu dois sortir tous ces papiers ennuyeux d'ici aujourd'hui même. Papa va aller acheter un lit pour eux cet après-midi. Je suis restée silencieuse, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Papiers ennuyeux. Ces papiers ennuyeux payaient le loyer de l'appartement où leurs parents prévoyaient de vivre gratuitement. Ces papiers ennuyeux avaient payé la dette de sa pâtisserie ratée et avaient financé ma propre éducation après qu'elle soit allée se retrouver en Europe. Oh, et autre chose, a-t-elle continué, complètement inconsciente de mon silence. Je t'ai envoyé par WhatsApp les liens de quelques lits qui m'ont plu. Choisis le moins cher, mais qui a l'air bien. Tu l'achètes avec ta carte et ensuite on verra comment tu me le rembourseras. Ou mieux, considère ça comme faisant partie de ton investissement dans le bien-être de la famille. Et puis elle a ri. Un rire court et prétentieux. C'est ce moment qui a fait déborder le vase. Ce n'était pas la vente de la maison, ce n'était pas l'invasion de mon espace, c'était ce rire, la certitude absolue et éhontée que j'étais à son service, la conviction que mon temps, mon argent et ma vie lui appartenaient, à elle et à ses caprices. J'ai senti une vague de colère si pure et si chaude qu'elle m'a brûlé de l'intérieur. C'était une rage qui s'était accumulée pendant 15 ans, une fureur faite de prêts non remboursés, de rêves brisés et d'un manque de respect humiliant. Tu sais quoi, Itzel, ai-je dit, et ma propre voix m'a surprise par son calme et sa froideur. Je vais y réfléchir. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis restée fixée sur mon bureau, mon cœur battant la chamade. Ce n'était plus de la tristesse, ce n'était plus de la résignation. C'était la guerre et, pour la première fois de ma vie, j'étais prête à me battre. Le singe volant après avoir raccroché avec Itzel, je me suis levée de ma chaise et me suis dirigée vers la fenêtre de mon bureau. J'ai regardé l'étendue de la ville, les voitures se déplaçant comme des insectes, chacune avec une destination. Pendant des années, ma destination avait été dictée par les besoins de ma famille. J'avais toujours été le filet de sécurité, celle qui arrangeait les problèmes, celle qui sacrifiait ses propres désirs pour le bien commun, qui se trouvait toujours être le bien d'Itzel. Mais cet appel avait tout changé. La colère que je ressentais n'était pas destructive, elle était clarificatrice. Elle m'a montré le schéma de ma vie avec une netteté brutale. J'ai vu chaque concession, chaque sacrifice, non comme des actes d'amour, mais comme une facilitation. Je ne les aidais pas, je leur permettais de continuer leur dysfonctionnement, avec moi comme dommage collatéral. Je suis retournée à mon bureau, mais je ne pouvais pas me concentrer. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui verrait la situation sans le filtre de l'obligation familiale. Il n'y avait qu'une seule personne. J'ai cherché dans mes contacts et j'ai composé le numéro de ma tante Genoveva. Tante Genoveva était la sœur cadette de mon père, une femme veuve, sans enfant, qui avait gagné sa vie comme comptable. Elle était pragmatique, directe et avait un détecteur d'absurdité infaillible. Ma mère, Elena, la détestait, la traitant de « froide et amère ». En réalité, ma tante était la seule personne de la famille qui avait osé remettre en question le traitement préférentiel envers Itzel. En conséquence, elle avait été lentement écartée des réunions de famille pendant des années. Notre relation se maintenait par des appels téléphoniques sporadiques et des visites secrètes pour prendre un café. Romina, quelle surprise, ma fille. Tout va bien, a-t-elle répondu, sa voix chaleureuse, mais toujours alerte. Et puis je lui ai tout raconté. L'arrivée inattendue, les valises, la vente de la maison, les 100 000 €, le spa de bien-être spirituel et finalement l'appel d'Itzel. J'ai parlé sans m'arrêter, les mots sortant en cascade, un mélange de rage et de désespoir. Ma tante a écouté en silence, sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai eu terminé, il y a eu une longue pause. Je pouvais l'imaginer de l'autre côté de la ligne, traitant l'information avec son esprit logique de comptable. Fille de sa mère, a-t-elle dit finalement, avec un calme effrayant. C'était son expression de colère maximale. Je ne sais pas quoi faire, tante, ai-je avoué, ma voix se brisant finalement. J'ai l'impression de me noyer.
Bien sûr que tu sais quoi faire, a-t-elle répondu, son ton ferme et sûr. Ce qui se passe, c'est que tu as peur de le faire. Ils t'ont entraîné toute ta vie à te sentir coupable de te faire passer avant tout. Elle a fait une autre pause et puis elle a prononcé les mots que j'avais besoin d'entendre, les mots qui me donneraient la force pour ce qui allait suivre. Écoute-moi bien, Romina. Ton père est un homme bon, mais c'est un lâche. Ta mère vit dans un monde de fantaisie avec ta sœur comme protagoniste. Aucun des deux ne changera. Tu ne leur dois pas ta vie, tu ne leur dois pas ta maison, tu ne leur dois pas ta santé mentale. Il est temps que tu te sauves toi-même. Ces mots n'étaient pas seulement un conseil, ils étaient une permission. La permission que je n'avais pas osé me donner. J'ai senti un poids énorme se lever de mes épaules. Merci tante, ai-je murmuré, sentant des larmes couler sur mes joues. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement. Ne me remercie pas, fais juste ce que tu as à faire, a-t-elle dit. Et quand tout explosera et ça va exploser, je veux que tu saches que ma porte sera toujours ouverte pour toi. Rien que pour toi. Nous avons raccroché. J'ai regardé par la fenêtre à nouveau. La ville ne ressemblait plus à un labyrinthe, elle ressemblait à un endroit plein de possibilités. Pour la première fois, ma destination redevenait la mienne, et je savais exactement quel serait mon premier pas. Opération évacuation. La conversation avec ma tante Genova fut le catalyseur. Sa validation a éteint la dernière braise de doute qui restait en moi. Alors que je retournais à mon bureau, mon cerveau d'analyste financière, celui qui avait été entraîné à trouver des solutions logiques et efficaces, s'est mis en marche. Le problème, une invasion hostile de mon espace vital. La solution, une évacuation stratégique. Soudain, je me suis souvenu de quelque chose. Quelques mois auparavant, alors que je cherchais mon appartement actuel, j'avais visité un petit studio dans le quartier de Roma. Il était petit, oui. À peine une grande pièce avec une kitchenette et une salle de bain, mais il avait un charmant balcon donnant sur une cour intérieure pleine d'arbres. Je l'avais écarté à l'époque parce que je voulais une deuxième pièce pour un bureau à domicile. Mais maintenant, l'idée d'un petit espace, un endroit que personne d'autre ne considérerait parfait pour accueillir des invités, sonnait comme le paradis. Le cœur battant, j'ai cherché le site web de l'agence immobilière. L'annonce était toujours là. Le studio était toujours disponible. C'était comme un signe de l'univers. Sans y penser à deux fois, j'ai appelé l'agent. Il a reconnu mon nom. Mademoiselle Romina, quel plaisir. Vous avez finalement décidé que la vie minimaliste était pour vous, a-t-il plaisanté. Quelque chose comme ça, ai-je répondu, essayant de rester calme. Le studio dans l'immeuble de la rue Colima est-il toujours disponible? Eh bien, c'est votre jour de chance. Il vient juste d'être libéré à nouveau. Les anciens locataires ont dû déménager pour le travail. Je le prends, ai-je dit sans l'ombre d'un doute. Excellent. Voulez-vous venir le revoir ce week-end? Ce n'est pas nécessaire. Je m'en souviens parfaitement. Je veux signer le contrat aujourd'hui même. Il y a eu un silence surpris à l'autre bout de la ligne. Eh bien. Ça, c'est de la décision. Bien sûr, je peux vous envoyer le contrat numériquement. J'aurai besoin de vos documents et du paiement de la caution et du premier mois de loyer. Pourriez-vous avoir tout cela pour demain? Vous l'aurez dans l'heure, ai-je assuré. J'ai raccroché et me suis mise au travail avec une efficacité frénétique. J'ai scanné mon identification, mes preuves de revenus, tout ce dont j'avais besoin. Je suis entrée dans ma banque en ligne et j'ai transféré l'argent de la caution et du loyer depuis mon fonds d'urgence. Un argent que, ironiquement, j'avais gardé au cas où ma famille aurait un jour vraiment besoin de moi. Eh bien, maintenant, il me fallait à moi. 1 heure plus tard, l'agent immobilier avait tout reçu. Une demi-heure plus tard, j'avais le contrat de location signé numériquement dans ma boîte de réception. La date de début du contrat était samedi. J'avais moins de 3 jours pour changer complètement ma vie. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, regardant le contrat sur mon écran. Mon nom, ma nouvelle adresse, mon échappatoire. Je ne ressentais pas encore de joie. Ce que je ressentais était un étrange mélange de terreur et de libération. J'étais sur le point de mettre le feu à ma vie familiale telle que je la connaissais.
Je savais que les conséquences seraient terribles, qu'on me traiterait d'égoïste, d'ingrate, de mauvaise fille. Mais pour la première fois, la peur de leur réaction était plus petite que la peur de continuer à vivre comme je l'avais fait. Je me choisissais moi, et même si ça faisait peur, c'était absolument juste. Le phénix arrivé à mon appartement ce soir-là fut une expérience surréaliste. Mon père avait acheté un lit et était en train de le monter au milieu de mon bureau, entouré de mes livres et dossiers. Ma mère avait réorganisé ma cuisine et fredonnait en cuisinant quelque chose qui sentait étrangement son célèbre ragoût gras. « Te voilà, mon amour », a-t-elle dit joyeusement. « Ton père est un génie avec les meubles, et regarde comme notre chambre est belle. » Notre chambre. La phrase a résonné dans ma tête. J'ai souri et j'ai acquiescé, jouant le rôle de la fille compréhensive. « Ça a l'air très bien, papa », lui ai-je dit. Il m'a jeté un regard rapide, un mélange de gratitude et de culpabilité, avant de se reconcentrer sur une vis. Nous avons mangé ensemble en parlant de banalités. Ils m'ont posé des questions sur ma journée et j'ai fait semblant que tout était normal. Je leur ai parlé d'un projet au travail, omettant la partie où j'avais loué un nouvel appartement et prévoyais de les abandonner à leur sort. Chaque mot aimable que je leur disais se sentait comme une trahison, mais je savais que c'était nécessaire. S'ils apprenaient mon plan, ils déclencheraient un enfer émotionnel que je n'étais pas prête à supporter. Après le dîner, je me suis excusée en disant que j'avais beaucoup de travail à avancer. Je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai mis de la musique dans mes écouteurs et j'ai commencé l'opération secrète. J'ai sorti les cartons que j'avais achetés en rentrant et je les ai montés en silence sur mon lit pour ne pas faire de bruit. J'ai commencé par le plus important, l'irremplaçable. Mes documents personnels, mes albums de photos de l'université, ceux qui n'incluaient pas ma famille, mes livres préférés, la petite collection d'art que j'avais acquise au fil des ans. Chaque objet que j'emballais était une décision. Quelle partie de ma vie voulais-je emporter avec moi? Que étais-je prête à laisser derrière moi? Ce fut un processus étrangement cathartique. J'ai laissé de côté toutes les photos d'Itzel. J'ai laissé les cadeaux d'anniversaire de mes parents, qui semblaient toujours choisis au hasard, sans penser à mes goûts. J'ai emballé les vêtements que je portais vraiment, les ustensiles de cuisine que j'avais achetés avec mon propre argent, les souvenirs de mes quelques voyages. Les boîtes se remplissaient lentement. Une fois pleines, je les glissais avec précaution dans mon placard, derrière les vêtements que j'allais laisser. À 1h du matin, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère envoyé depuis le salon. Ne travaille pas trop tard, chérie. Demain, nous irons acheter de nouveaux rideaux pour notre chambre. J'ai besoin de ton bon goût. J'ai lu le message et j'ai senti une vague de nausée. Il décorait, prenait racine dans ma vie pendant que je planifiais mon évasion comme une prisonnière. J'ai répondu par un simple « Reposez-vous » et j'ai éteint le téléphone. Je me suis assise par terre, entourée de cartons à moitié pleins. La peur est revenue. Et si je commettais une terrible erreur? Et si je les abandonnais vraiment? Puis je me suis souvenu du rire d'Itzel. Je me suis souvenu du regard vide de ma mère quand je lui avais parlé de ma rupture. Je me suis souvenu de mon père, toujours silencieux. Non, ce n'était pas une erreur, c'était une survie. Je me suis levée et j'ai continué à emballer dans l'obscurité, le son de ma propre respiration comme seule compagnie. Le jeudi s'est déroulé dans un nuage de tension et de secret. Je suis allée au travail, j'ai agi normalement et je suis rentrée à la maison pour trouver mes parents discutant animément de l'opportunité de mettre un tapis ou non dans leur chambre. Je me suis jointe à la conversation, donnant des opinions neutres, me sentant comme une espionne dans ma propre vie. Cette nuit-là, j'ai fini d'emballer l'essentiel. Mon placard était rempli de boîtes cachées. Mon plan était simple. Le vendredi, j'irais au travail comme d'habitude. Le samedi matin, pendant que mes parents seraient sortis faire des courses, un plan que ma mère avait déjà annoncé, l'entreprise de déménagement arriverait. À leur retour, je serais partie, ne laissant qu'une lettre et les clés. C'était un plan lâche, je le savais, mais c'était le seul que la Romina de toute une vie, celle qui évitait la confrontation, pouvait concevoir. Mais l'univers avait apparemment d'autres plans pour moi. La collision frontale le jeudi après-midi, alors que j'étais à ma dernière réunion de la journée, mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu. J'ai ignoré.
Il a vibré à nouveau. J'ai répondu, un peu agacé. Bonsoir. J'appelle de déménagement le Phénix. Je parle à mademoiselle Romina? Oui, c'est moi, ai-je répondu en baissant la voix. J'avais un déménagement prévu pour samedi à 9 heures du matin. Mademoiselle, je vous appelle pour quelque chose d'un peu inhabituel. Nous avons eu une annulation de dernière minute pour demain matin, un gros service. Cela nous laisse un trou énorme dans notre agenda et un camion disponible. Il a fait une pause. Je vois que vous avez un petit service, un studio vers un appartement d'une pièce. Je me demandais si, par hasard, vous seriez intéressé à avancer votre déménagement à demain matin. Comme vous nous rendriez un grand service, nous vous offririons une réduction de 30% sur le total du service. J'étais figé. Demain, vendredi matin. Le jour où mes parents prévoyaient de s'installer complètement, le jour où ils prévoyaient d'apporter plus de leurs affaires de l'entrepôt. Ce n'était pas une évasion silencieuse, c'était une collision frontale. Mon esprit s'est emballé. Je pouvais dire non. Je pouvais continuer avec le plan original. C'était plus sûr, moins brutal. Mais quelque chose en moi, une nouvelle voix que j'apprenais à peine à reconnaître, à murmurer, plus de lâcheté. Cette situation n'était pas seulement une coïncidence logistique. Elle se sentait comme une épreuve, une opportunité de faire ce que je n'avais jamais fait, les affronter. Non pas avec des cris ou des pleurs, mais avec la preuve indéniable de mes actions. Avec la vérité. J'ai pris une profonde inspiration, l'air remplissant mes poumons d'une nouvelle détermination. Oui, ai-je dit, ma voix sonnant étonnamment ferme. Oui, ça m'intéresse. Demain matin serait parfait. À quelle heure pouvez-vous arriver? 8 heures précises, ça vous va? A demandé l'homme, l'air soulagé. À 8 heures précises, ce sera fait, ai-je confirmé. J'ai raccroché et je suis resté à fixer la salle de réunion vide. La peur était toujours là, mais maintenant elle était mélangée à autre chose. Une vague d'adrénaline, une sensation de pouvoir. Le plan avait changé. Il ne s'agissait plus de s'échapper, il s'agissait de faire une déclaration. Demain, ma famille ne trouverait pas une lettre. Elle trouverait la réalité, et je serais là pour la voir. Si vous aimez cette histoire et ressentez la même indignation que moi, veuillez s'il vous plaît laisser un « j'aime » sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et laissez-moi un commentaire en me disant de quelle ville du monde vous m'écoutez. Chaque commentaire et chaque « j'aime » aide cette histoire à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Merci beaucoup pour votre soutien. Passons maintenant au point culminant. Le spectacle de la rue le vendredi matin, je me suis réveillée avant que le soleil ne se lève. L'appartement était silencieux. Mes parents dormaient encore dans le salon, inconscients de la tempête qui était sur le point d'éclater. Je me suis déplacée avec la furtivité d'un voleur, me douchant et m'habillant dans l'obscurité. J'ai choisi mes vêtements avec soin, un jean, un simple t-shirt et des bottes confortables. Je voulais me sentir ancrée, solide. Quand je suis sortie de ma chambre, ma mère se réveillait sur le canapé. « Tu pars déjà, chérie ?» Sitôt, a-t-elle dit d'une voix ensommeillée. « J'ai une journée très chargée, ai-je répondu. Et ce n'était pas un mensonge. Je me suis servi une tasse de café, mes mains tremblant légèrement. Ne m'attendez pas pour le déjeuner. Ne t'inquiète pas. Ton père et moi allons à l'entrepôt pour prendre plus de cartons et ensuite nous achèterons ce joli tapis que nous avons vu, a-t-elle dit en s'étirant. Quelle excitation! Peu à peu, cela va devenir une maison. L'ironie de ces mots était si dense que je pouvais presque la goûter avec le café. J'ai acquiescé et j'ai fait un bisou sur sa joue qui m'a semblé faux et distant. Mon père ronflait doucement encore. Je lui ai lancé un dernier regard. Malgré tout, j'ai ressenti un pincement de tristesse. Je suis sortie de l'appartement et je suis descendue à l'entrée de l'immeuble. J'ai attendu. L'air du matin était frais et la ville commençait à peine à se réveiller. À 7h59, un grand camion blanc avec le logo de déménagement Le Phénix a tourné au coin et s'est garé devant mon immeuble. Mon cœur a fait un bond. C'était réel. Je suis montée avec les 2 déménageurs, je leur ai montré ce qu'ils devaient emporter et je leur ai expliqué ce qui restait.
Les cartons sont dans le placard de la chambre principale, leur ai-je indiqué. Le reste des meubles, à l'exception du lit de cette chambre, s'en va. Ils travaillaient avec une efficacité silencieuse et professionnelle. Ils ont commencé à sortir les cartons, puis mon bureau, mes chaises, ma petite bibliothèque. L'appartement se vidait à une vitesse alarmante. À 8h30 précise, tandis que les hommes manœuvraient mon canapé par la porte, un taxi s'est arrêté juste derrière le camion de déménagement. Mon estomac s'est contracté. Mon père et ma mère en sont descendus en riant. Et derrière eux est descendu Itzel, tenant un café glacé et parlant au téléphone. Ils avaient décidé de venir superviser la décoration. Tous les trois se sont arrêtés net sur le trottoir. Leurs regards sont passés du taxi à l'imposant camion de déménagement, puis aux hommes qui sortaient mes affaires de ce qui était ma maison jusqu'à hier. J'ai vu l'expression de ma mère changer, une séquence rapide d'émotions qui est passée de la joie à la confusion, puis à l'incrédulité et enfin à la panique pure. Mon père est devenu pâle, ses yeux fixés sur le camion comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il voyait. Itzel a été la première à réagir. Elle a raccroché son téléphone. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a-t-elle craché, sa voix coupant l'air du matin. Ils ont marché vers moi, qui me tenais près de l'entrée, observant la scène. La bataille finale était sur le point de commencer, non pas dans l'intimité de mon salon, mais à la vue de tous, sur le trottoir d'une rue animée de la ville de Mexico. « Romina, qu'est-ce que tu fais ?» a crié ma mère, sa voix montant de plusieurs octaves. Son visage était rouge, un mélange de colère et de confusion. Plusieurs piétons se sont retournés pour regarder. Je me suis tenue droite, les bras croisés, sentant l'adrénaline parcourir mes veines. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le besoin de m'excuser ou d'adoucir la situation. « Je déménage », ai-je répondu. Ma voix était étonnamment calme et claire. Tout comme vous. La simplicité de ma réponse a semblé les déstabiliser un instant. Mon père a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais l'a refermée immédiatement. Itzel a fait un pas en avant, son visage un masque de mépris. « Déménager ? Où ça ? Tu plaisantes ?» a-t-elle sifflé. « Tu ne peux pas faire ça. Et mes parents ? Ils ont besoin de toi. » Vos parents ont pris une décision, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Ils ont décidé de vendre leur maison pour financer ton dernier caprice. C'était leur choix, et c'est le mien. Mon choix est de ne pas devenir le dommage collatéral de leur mauvaise décision. C'est un investissement, a piaillé ma mère. Et tu es une égoïste après tout ce que nous avons fait pour toi. Un rire amer s'est échappé de mes lèvres. Tout ce que vous avez fait pour moi ? Vous parlez d'utiliser l'argent de mon université pour le voyage de découverte de soi d'Itzel ? Ou de prendre mes économies pour ma voiture pour son commerce de cupcakes qui a duré 3 mois ? C'est de ça que vous parlez ? Mentionner les incidents à voix haute, à la lumière du jour, leur a ôté leur pouvoir sur moi. Ce n'était plus des secrets honteux que je gardais, c'étaient des faits. Ma mère est restée sans voix, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. C'était différent, est intervenu Itzel. Nous construisions un avenir. Toi, tu ne penses qu'à toi-même. Tu es une traîtresse. Non, Itzel, l'ai-je corrigé. Ma voix était dure comme de l'acier. Une traîtresse est quelqu'un qui vole l'avenir de sa propre sœur et s'attend ensuite à ce qu'elle le remercie. Je ne fais que réclamer ce qui reste du mien. Les déménageurs sont passés à côté de nous, portant le matelas de mon lit. Ils nous ont ignorés avec professionnalisme, mais je sentais leurs oreilles attentives à chaque mot. Un voisin du 3e étage s'est penché à sa fenêtre avec curiosité. Le drame familial était devenu un spectacle public. « Tu ne peux pas nous laisser dans la rue », a murmuré mon père, sa voix retrouvant enfin un fil. Il semblait vaincu. « Je ne vous laisse pas dans la rue. Vous vous y êtes mis vous-même lorsque vous avez signé les papiers de vente de votre maison, ai-je répondu, mon ton un peu plus doux avec lui, mais tout aussi ferme. Vous auriez dû penser à un plan B qui n'impliquait pas de détruire ma vie. Ma mère a essuyé une larme de rage. Ça ne va pas en rester là, Romina. Tu verras. Je raconterai à toute la famille le genre de fille que tu es. Allez-y, ai-je dit en haussant les épaules.
Mais assurez-vous de leur raconter l'histoire complète. La confrontation était arrivée à une impasse. Ils étaient sous le choc. J'étais déterminée. Et pendant que ma vie était soigneusement chargée dans un camion, la leur était déballée et exposée sur le trottoir pour que tout le monde la voie. Voyant que ces attaques directes ne fonctionnaient pas, ma mère a recouru à sa tactique de guerre préférée, recruter des troupes. Elle a sorti son téléphone avec des mains tremblantes, a cherché un numéro et l'a porté à son oreille. « Carlos, c'est moi, Elena », a-t-elle dit, sa voix maintenant pleine d'un pathétisme calculé. « J'ai besoin de ton aide. Romina est en train de nous jeter à la rue. » Le cousin Carlos, bien sûr, le patriarche autoproclamé de la famille depuis la mort de grand-père. Un homme qui aimait faire des sermons sur le devoir familial et l'unité, mais qui disparaissait commodément chaque fois que quelqu'un avait besoin d'une aide réelle, qu'elle soit financière ou émotionnelle. C'était le singe volant parfait. Une minute plus tard, mon téléphone a sonné. Sur l'écran brillait le nom cousin Carlos. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu, mettant l'appel sur haut-parleur pour que mes parents et ma sœur puissent entendre. « Romina » a-t-il commencé sans même dire bonjour. Sa voix était grave et pompeuse, comme s'il prononçait un discours au Sénat. « Qu'est-ce que c'est que cette barbarie que ta mère me raconte? As-tu perdu la tête? Bonjour, cousin. Je suis un peu occupée en ce moment. Ça t'ennuie si on se parle plus tard, ai-je répondu avec un calme délibéré. Non, ça ne m'ennuie pas. Tu vas m'écouter maintenant, a-t-il aboyé. Ta mère est inconsolable. Tes parents, qui t'ont tout donné, sont à la rue par ta faute. Où est ton sens du devoir? Où est ta gratitude? La famille est sacrée, Romina. Elle est sacrée. J'ai écouté sa péroraison, la même que j'avais entendue dans d'innombrables scènes familiales. Mais cette fois, ces mots n'avaient aucun poids, ils étaient creux, vides de toute autorité morale. Quand il a finalement fait une pause pour respirer, j'ai saisi mon opportunité. Cousin Carlos, ai-je dit, ma voix tranchante et claire, résonnant dans le silence de la rue. J'apprécie beaucoup ton inquiétude. C'est touchant de voir à quel point mes parents comptent pour toi. J'ai fait une pause dramatique. Tellement que je suis sûre que tu n'auras aucun problème à les accueillir chez toi. Tu as 2 chambres d'amis, n'est-ce pas? Et ta femme adore la cuisine de ma mère. Un silence absolu s'est fait de l'autre côté de la ligne. J'ai pu entendre sa respiration surprise. Mes parents m'ont regardé, les yeux écarquillés. Eh bien, moi. Ma situation est compliquée, a-t-il bégayé finalement. Ne t'inquiète pas, je me charge de payer le taxi pour qu'ils arrivent chez toi, ai-je continué, ma voix dégoulinant d'une fausse douceur. Considère que c'est ma contribution au devoir familial. Je t'envoie l'adresse de ta maison par message pour que tu la donnes au chauffeur. Au revoir, cousin. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse inventer une autre excuse. J'ai regardé ma mère. Son visage était passé de la colère à la stupeur. Son arme la plus puissante venait d'être neutralisée par une simple offre logique. Le singe volant avait été abattu en plein vol. Le retrait de capital les déménageurs finissait. Le dernier objet à sortir de l'immeuble fut une lourde boîte pleine de livres. Tandis qu'il la montait dans le camion, j'ai su que c'était le moment. La confrontation émotionnelle était terminée. Maintenant venait la confrontation des faits. J'ai marché vers ma voiture, qui était garée un peu plus loin. J'ai ouvert la boîte à gants et j'en ai sorti un épais dossier. Je l'avais préparé la nuit précédente après l'appel de l'entreprise de déménagement. Il contenait ma propre version de l'histoire familiale, une histoire racontée non pas avec des mots, mais avec des chiffres. Je me suis approché de mon père. C'était lui qui évitait toujours le conflit, celui qui se cachait derrière le silence, mais c'était aussi le seul des 2 qui avait encore une once de conscience. Je voulais qu'il voie la vérité sans le filtre dramatique de ma mère. « Papa », ai-je dit doucement. Il m'a regardé, ses yeux pleins d'une tristesse infinie. Je lui ai tendu le dossier. « Je veux que tu vois ça. » Il a hésité un instant. Puis il l'a pris avec des mains tremblantes. Il l'a ouvert là, au milieu du trottoir. Ma mère et Itzel se sont approchées, curieuses. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettre ni d'accusation,
seulement des feuilles de calcul, des pages et des pages imprimées avec une propreté méthodique. La première page était un résumé. En haut, en gras, il était écrit « Investissement, prêts et dépenses non remboursés en faveur d'Itzel 2010 à 2025 ». En dessous, il y avait une liste détaillée, les frais d'université qui n'ont jamais été pour moi, l'équivalent actualisé en euros, le prêt pour la pâtisserie, la fois où j'ai payé la réparation de sa voiture après qu'elle ait eu un accident, les innombrables fois où j'ai couvert ses factures de carte de crédit. Chaque article était documenté avec la date, le concept et le montant. J'avais tout enregistré secrètement au fil des ans, non pas par rancune, mais comme un mécanisme de défense, une façon de me rappeler que je n'étais pas folle, que l'argent disparaissait réellement. J'ai vu les yeux de mon père parcourir les lignes, son visage perdant le peu de couleur qui lui restait. Ma mère s'est penchée pour voir, sa bouche formant un nœud d'incrédulité. Itzel a tenté de le lui arracher, mais mon père l'a retenu avec une force qu'il ne savait pas posséder. Au bas de la dernière page, il y avait un total souligné 2 fois, presque 50 000 euros. Ce fut mon investissement dans la famille, ai-je dit à voix haute pour qu'ils m'entendent tous les 3. Ce fut ma contribution au rêve d'Itzel, et je n'ai jamais rien demandé en retour, sauf un peu de respect. J'ai levé les yeux et je les ai regardés tous les 3. Aujourd'hui, ai-je dit, ma voix ferme et définitive, je retire mon capital. Mon père a fermé le dossier lentement. Il n'a rien dit, mais pour la première fois, il m'a regardé non pas comme une fille rebelle, mais comme une étrangère à qui il devait une dette impayable. La conséquence, le haillon du camion de déménagement s'est fermé avec un bruit métallique et définitif. Le bruit a semblé réveiller ma famille de sa transe. Le moteur du camion a démarré, lentement, le véhicule s'est éloigné, emportant avec lui 33 ans de ma vie. Je me suis retournée et j'ai marché vers ma voiture sans dire un mot de plus. Derrière moi, le silence a été rompu. « Tu ne peux pas nous faire ça », a hurlé Itzel, sa voix aiguë et désespérée. « Où sommes-nous censés aller, Romina ? S'il te plaît », a supplié ma mère en courant derrière moi. « Parlons-en, on peut arranger ça. » Je ne me suis pas arrêtée. Chaque pas que je faisais vers ma voiture me rendait plus légère que le précédent. Je suis arrivée à la porte du conducteur et j'ai sorti mes clés. La scène sur le trottoir était un tableau de désolation. 3 adultes entourés de bagages de luxe, complètement échoués. Le voisin du 3e étage était toujours à sa fenêtre. Un couple de personnes âgées promenant leur chien s'était arrêté à une distance respectable pour observer le spectacle. L'humiliation publique faisait partie des conséquences. Pour la première fois, il n'avait pas de plan B appelé Romina. Le guichet automatique était fermé, le filet de sécurité était rompu. Ils étaient confrontés à la réalité nue de leur décision. Mon père restait debout, immobile, serrant le dossier contre sa poitrine, comme si c'était un bouclier ou un fardeau. Son visage était un masque de honte et de regret. Il regardait les papiers, puis ma mère, puis Itzel, comme s'il les voyait pour la première fois pour ce qu'ils étaient, une femme qui vivait dans le déni et une fille qui était un puissant fond de besoin. Itzel, voyant que ses cris ne fonctionnaient pas, a sorti son téléphone, probablement pour chercher un hôtel de luxe où rester. J'ai imaginé sa surprise lorsqu'elle découvrirait combien coûtait une chambre sans le soutien financier de ses parents ou de sa sœur aînée. Ma mère est celle qui s'est effondrée. Elle s'est assise sur l'une des valises, a couvert son visage de ses mains et a commencé à sangloter. Ce n'étaient pas les larmes de manipulation d'avant. C'étaient des sanglots secs, déchirants, de pure panique. Le son d'une femme qui réalise qu'elle a tout misé sur le mauvais cheval et a perdu jusqu'à la maison. J'ai senti un pincement de pitié, mais je l'ai éteint. La pitié était le poison qui m'avait maintenu piégé pendant des années. Ce dont ils avaient besoin n'était pas ma pitié, c'étaient les conséquences. J'ai ouvert la porte de ma voiture et je me suis glissée sur le siège du conducteur. L'intérieur sentait le neuf, la liberté. J'ai mis la clé dans le contact et le moteur a démarré. À ce moment-là, ma mère s'est levée de la valise et a couru vers ma voiture. Elle a commencé à frapper la vitre du passager avec la paume de sa main. « Romina, non. S'il te plaît, ne pars pas. Ma fille, s'il te plaît, » criait-elle, son visage contracté par les pleurs, les larmes laissant des traces sur son maquillage. Pendant un instant, mon ancienne programmation,
mon instinct de soignante, a menacé de prendre le contrôle. Ma main a tremblé sur le levier de vitesse. J'étais trop cruelle. Puis j'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai vu Itzel debout à côté des valises, ne pleurant pas, ne s'inquiétant pas pour ses parents, mais envoyant furieusement un message, se plaignant probablement à une amie de l'injustice de sa sœur. J'ai vu mon père, toujours paralysé, un spectateur passif jusqu'à la fin. J'ai su que partir n'était pas un acte de cruauté, c'était un acte d'autoconservation. Avec un soupir, j'ai baissé un peu la vitre, juste de quelques centimètres. Le son des sanglots de ma mère a rempli la voiture. « S'il te plaît, mon amour » a-t-elle supplié, collant son visage à l'ouverture. « Que allons-nous faire ?» Je l'ai regardée dans les yeux. Je ne voyais plus ma mère. Je voyais une femme qui avait sacrifié une fille pour l'autre, encore et encore, sans remords. « Ne t'inquiète pas, maman » ai-je dit, et ma voix était calme, presque sereine. « Vous avez pris une décision d'investissement très intelligente. » Elle m'a regardé sans comprendre. « Itzel a 100 000 € de votre part » ai-je continué, épelant chaque mot. « Je suis sûre qu'elle prendra bien soin de vous. » La confusion sur le visage de ma mère a été remplacée par un éclair de compréhension, puis d'horreur, en réalisant la vérité de mes paroles. L'enfant chérie, celle qui avait toujours tout reçu, était maintenant leur seule responsable. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai remonté la vitre, j'ai démarré la voiture et je me suis inséré lentement dans la circulation. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je ne voulais pas voir leur visage. J'ai seulement regardé droit devant, vers la rue qui s'ouvrait à moi, vers ma nouvelle vie. Mon sanctuaire, la porte de mon nouveau studio s'est refermée derrière moi avec un léger clic. L'appartement était plein de cartons non déballés et de l'écho de mes propres pas. Il était petit, beaucoup plus petit que mon ancien logement, mais pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Le soleil de l'après-midi entrait par le balcon, illuminant les particules de poussière qui flottaient dans l'air. Il n'y avait pas de meubles, seulement des cartons. Mais l'espace se sentait immense. Il se sentait mien, complètement, inconditionnellement mien. J'ai marché vers l'une des boîtes, que j'avais étiquetée simplement « Souvenir ». Je l'ai ouverte. Au-dessus de tout, il y avait une vieille photo dans un cadre en argent terni. C'était moi à 7 ans, souriant avec une moue dentée, serrant mon père dans mes bras. Pendant un instant, j'ai ressenti une profonde vague de tristesse, un deuil pour la famille que j'aurais pu avoir, pour l'amour inconditionnel que j'ai toujours désiré et que je n'ai jamais reçu. J'ai permis à la tristesse de m'envahir. Je l'ai senti, je l'ai reconnu, puis je l'ai laissé partir. J'ai posé la photo sur le rebord de la fenêtre. Je n'allais pas la jeter. Elle faisait partie de mon histoire, mais elle ne définirait plus mon avenir. Je suis restée là, regardant la ville alors que le soleil commençait à se coucher. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas si mes parents m'appelleraient, s'ils me haïraient pour toujours, si je leur reparlerais un jour. Mais au milieu de toute cette incertitude, il y avait un sentiment de paix accablant. La paix qui vient du fait de prendre enfin le contrôle de sa propre narration. La paix de savoir que quoi qu'il arrive, j'irai bien, car pour la première fois, je m'avais moi-même. Je sais que mon action peut sembler cruelle, mais après une vie entière passée à être le plan de secours de tout le monde, avais-je tort de me choisir moi-même pour la première fois ? Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette histoire intense. Si elle vous a ému, vous a mis en colère ou vous a fait réfléchir, je vous serai très reconnaissante de laisser un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines narrations. Chaque petite interaction nous aide à grandir. Prenez bien soin de vous, et à la prochaine.